Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette sixième conférence interactive. Effectivement, sixième rendez-vous dans le format donc, de conférence interactive en format mixte, donc en présentiel avec donc, des concierges et des confrères qui nous ont rejoints, et également en distanciel sur toute l'Occitanie. Donc, vous le savez, l'année dernière, on a organisé 5 conférences interactives avec Maître Vigreux à Toulouse et avec Maître Blanc à Montpellier. La première conférence interactive portait sur la psychologie du chef d'entreprise et en faire véritablement un ressort pour le rebond. La deuxième conférence concernait l'équipe de crise. Pourquoi constituer une équipe de crise? La troisième conférence sur la valeur ajoutée à placer dans les échanges et les négociations avec ses créanciers et financeurs dans le cadre d'une procédure de prévention. La quatrième conférence, quel rôle peut être celui du conciliateur ou de l'administrateur judiciaire dans le rapprochement d'entreprises fragilisées? Et enfin, nous avons terminé sur la continuation de l'activité par les plans d'apurement de la dette, par quelle procédure et pourquoi. Voilà, donc ces 5 conférences sont accessibles sur le site du Conseil régional de l'Ordre. Vous pouvez donc vous y connecter et revisionner ces éléments. Pour la sixième conférence aujourd'hui, eh bien, nous sommes sur une conférence qui est également pratique, comme nous l'avons fait sur les conférences précédentes, avec cette fois-ci l'intervention du tribunal de commerce de Toulouse, en la personne de M. Laurent Granel, président du tribunal de commerce de Toulouse. Merci Laurent d'être présent. Avec plaisir. Philippe Dedieu, président de la chambre de prévention du tribunal de commerce de Toulouse. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Maître Sébastien Vigreux, un habitué maintenant, sixième conférence, donc administrateur judiciaire à Toulouse donc, et à Bordeaux. Et votre bureau se prénomme Agilink. Voilà, donc je rappelle donc, que nous avons constitué cette année, c'est la première fois que ça se produit au niveau du Conseil régional de l'Ordre, une commission spécifiquement dédiée aux entreprises en difficulté, que j'ai l'honneur donc de présider. Cette commission, elle a pour objectif d'organiser, comme on le voit ce soir, des séances de formation, mais aussi de défendre l'image de la profession, au travers notamment des tribunaux de commerce et des professionnels de la prévention de difficultés, pour travailler, je dirais, en bonne intelligence et en coopération, et pour pouvoir rendre plus visible la marque expert comptable auprès des entreprises en difficulté. La commission entreprises en difficulté a également pour objectif de participer à l'animation des CIP, on y reviendra un peu plus tard, les centres d'information à la prévention des difficultés des entreprises, et ça je vous en reparlerai dans les engagements de l'ordre. Donc, au sommaire de cette conférence, nous allons d'abord donner la parole au président Granel, qui va nous faire une petite introduction sur le tribunal de commerce au service de l'activité économique, et puis je crois nous donner un petit peu aussi un panel, je dirais, d'intervention du tribunal de commerce qui sont parfois méconnus, y compris dans notre profession. Puis ensuite, on verra dans ce tour d'horizon et ces regards croisés entre le tribunal, les administrateurs judiciaires et les experts comptables, on verra donc la vision du tribunal de commerce sur la prévention. Donc c'est Philippe Dedieu qui interviendra. Maître Vigreux interviendra sur le rôle de l'administrateur judiciaire, et ensuite donc on dira quelques mots sur le rôle de l'expert comptable en tant qu'animateur de l'équipe de crise autour du dirigeant, et l'engagement du conseil régional fort pour défendre le soutien aux entreprises en difficulté. Et on terminera par un point qui me semble primordial, c'est-à-dire c'est le tribunal qui reviendra à nouveau, je dirais, sur l'intervention en nous faisant part des attentes, de ses attentes vis-à-vis de la profession, et je pense que ça sera propice pour engager donc un débat entre nous sur nos difficultés parfois, ou nos propres attentes, et sur les attentes du tribunal, pour essayer d'être performant, je dirais, dans la prévention des difficultés des entreprises. Voilà, donc Maître Laurent Granel, pardon, je vous donne la parole pour nous faire quelques propos introductifs sur le tribunal de commerce. Merci Eric, merci de me donner l'occasion avec Philippe de parler du tribunal et ce que peut faire le tribunal pour les entreprises. Le tribunal peut aider les entreprises à la fois en contentieux et en procédure amiable de prévention. En contentieux, lorsqu'on favorise la conciliation contentieuse, et en procédure préventive amiable, lorsqu'on va justement aller vers les mandats ad hoc et la conciliation. Alors, pour revenir, pour être plus précis au niveau du tribunal de Toulouse, quelques petits chiffres. Le tribunal de Toulouse, c'est 58 juges. C'est le 4e de France en termes de juges en dehors de la couronne parisienne. Et on fait partie des 134 tribunaux français.
et ça représente à peu près 3270 juges sur tout le territoire. Et bien entendu, vous le savez sans doute, mais je le répète, nous sommes bénévoles. Le fait qu'on soit un tribunal important en nombre de juges nous autorise à être très structurés. Ce qui veut dire qu'à Toulouse, on a 8 chambres, ce qu'on appelle des chambres, donc, des départements si vous voulez, 4 chambres de contentieux spécialisées, 2 chambres de procédure collective, une chambre de conciliation prévention et une chambre de conciliation contentieuse. Alors, cette dernière, pour moi, est absolument majeure parce que aider les entreprises, ça fait partie de notre ADN, et notamment lorsque les chefs d'entreprise ont des difficultés. Le seul problème qu'on a pour aider les chefs d'entreprise, c'est que la plupart du temps, malheureusement, les chefs d'entreprise viennent trop tard. Et à partir du moment où ils viennent trop tard, ça peut être parfois difficile de trouver des solutions. Donc, le mot-clé qu'il faut retenir, c'est le mot anticipation. Autre élément que je veux aussi montrer du doigt, c'est l'attitude des juges vis-à-vis des chefs d'entreprise en difficulté. Les chefs d'entreprise en difficulté, quand ils viennent au tribunal, ont devant eux des juges, c'est vrai, mais ce sont aussi des chefs d'entreprise. Donc, ils sont capables de comprendre les difficultés qu'on peut leur exposer. Et ils font preuve, je pense à Toulouse et ailleurs, d'une extrême bienveillance. Parce que j'ai toujours à mes juges, les gens qui viennent, par exemple, en audience d'ouverture, ils sont avec un stress absolument maximum. C'est pas la peine de rajouter du stress au stress. On n'est pas là pour ça. Ça peut être paradoxal, ce que je vais dire, mais à la limite, on n'est pas là pour les juger. On est là pour essayer de les aider. Donc, pour terminer mon propos introductif, je dirais que mon travail de tous les jours, c'est de démystifier le tribunal, de le rendre, de faire connaître, non pas le tribunal en tant que tel, mais de faire connaître ce que nous, tribunal, on peut faire pour aider les chefs d'entreprise, soit en contentieux, soit en procédure dite amiable, de façon à éviter une chose qui est primordiale, c'est d'éviter qu'ils aillent en procédure collective, c'est-à-dire en sauvegarde, en redressement judiciaire et malheureusement en liquidation judiciaire. Alors, j'ai parlé à l'instant de l'aspect humain. L'aspect humain est d'autant plus important à l'heure actuelle, c'est que, comme vous le savez, on est en période de crise, de Covid, même si on voit le bout du tunnel apparemment, mais les chefs d'entreprise sont de plus en plus stressés, de plus en plus sur la défensive, ils sont à cran, si j'ose dire. Donc, on en tient compte et c'est pour cela qu'on traite les gens avec le plus d'humanité possible, même si, bien entendu, on fait la technique, on est là pour appliquer les codes. Voilà, en gros, ce que je voulais dire très brièvement concernant la philosophie du tribunal et tout en présentant le tribunal de façon très rapide. Très bien. Donc, on va peut-être, à moins que Philippe, vous ayez quelque chose à rajouter par rapport à cette présentation, non. Donc, on va peut-être commencer ce regard croisé sur la prévention par le point de vue du juge au tribunal de commerce. Peut-être avant, je vous rappeler que le support est téléchargeable. Vous pouvez le télécharger donc directement sur c'est un GoToWebMeeting ou GoToWebinar. Voilà, donc vous pouvez le télécharger directement. Et ensuite, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'attendre peut-être la fin des regards croisés pour voir un petit peu déjà les points qu'on va pouvoir aborder lors de cette conférence. Puis, dans un deuxième temps, si vous le voulez, de pouvoir poser quelques questions. On essaiera de répondre, de faire un temps d'échange à la fin, de répondre. Et si d'aventure, il y avait trop de questions, on répondra dans un deuxième temps. On donnera un petit peu une FAQ par rapport aux questions qui ont été posées. Voilà, donc je vous donne la parole peut-être Philippe de Dieu pour nous présenter le point de vue du juge au tribunal de commerce. Bien, alors merci beaucoup. Personnellement, je suis au tribunal de commerce depuis bientôt 9 ans. Et sur les 9 ans de tribunal de commerce, j'ai 8 ans de procédure collective que j'ai partagé avec Maître Vigreux, entre autres. Et 8 ans de procédure collective, cette année, Laurent m'a proposé de passer du côté prévention. Je trouve que je la remercie parce que la vision que j'ai pu avoir et que j'ai pu collecter au travers de ce que j'ai vécu dans les procédures collectives me permet aujourd'hui d'avoir une approche de la prévention avec peut-être des pistes de travail qu'on pourrait essayer de développer. Juste une précision, en 2021, au tribunal de commerce de Toulouse, on a fait 293 entretiens de prévention. En 2022, on en a fait 506. Et on a plus que doublé le nombre d'entretiens de prévention. Donc, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans la pratique.
Et c'est un bien parce que tout notre effort et toute notre volonté, c'est d'une part de démystifier cette vision que peut avoir le justiciable ou que peut avoir l'extérieur du tribunal, qui est souvent une vision de sanction, alors que au fil du temps, on est passé de la banqueroute classique où on condamnait le dirigeant au pilori à la recherche de solutions positives pour les entreprises. Donc pourquoi a-t-on voulu faire à tout prix un focus sur la prévention? Parce que quand on regarde, je vous ai parlé des entretiens de prévention, si on regarde ce que nous avons fait en 2022 au tribunal, on a ouvert 772 procédures collectives. On a ouvert 772 procédures collectives sans les assignations URSSAF. Ce sont des déclarations de cessation à l'initiative du dirigeant. 772 procédures collectives, et sur les 572 procédures collectives, 583 sont partis à liquidation judiciaire directement. Autrement dit, c'était ouverture, liquidation, sans perspective de rechercher une piste de redressement. Sur les 189 entreprises qui restaient, celles pour lesquelles on a travaillé la recherche d'un plan, seules 62 ont connu une issue favorable en conversion du redressement en redressement judiciaire, en rétablissement professionnel ou en plan de redressement. Et ça nous fait dire que, quelque part, il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille et qu'on améliore. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut tirer de ces chiffres? Il y a une opinion qui consisterait à dire, oui, mais c'est normal, c'est l'économie qui se régularise, il y a des secteurs qui sont en désuétude. Je vais prendre au hasard les fonderies aluminium, c'est terminé, donc bon, par quelques bouts qu'on le prenne, ça fait partie de la vie. Il y a un autre argument qui consisterait à dire, oui, malgré tout, il y a des gens qui auraient pu venir plus tôt devant le tribunal, devant des cellules de prévention, qui ne savaient pas le faire, qui n'ont pas su le faire ou qui n'ont pas voulu le faire. Et ceux-là, on est passé à côté. Ils sont passés à côté, mais nous aussi, on est passé à côté. Donc, on se dit qu'il y a un vide et que ce vide, il faut qu'on réussisse à le combler avec vous, les professionnels du chiffre, avec les élus, avec les CCI, avec les chambres des métiers, pour dire, mais attention, on peut faire des choses. Et on a estimé l'année dernière, quand on reprend tous les dossiers que nous avons eus, les 772 procédures collectives, je prends le chiffre brut, il y en a bien 10%, c'est-à-dire environ 77, 10% qui auraient pu être accompagnés autrement que dans une liquidation judiciaire pure et dure. Et ça, quelque part, quand vous êtes juge au tribunal de commerce et que vous êtes aussi chef d'entreprise, vous le vivez comme une douleur. Et ce qu'on voudrait faire, c'est de faire en sorte que on arrive à passer un cap. Pourquoi? Est-ce que c'est un manque d'anticipation? Est-ce que c'est le délit du chef d'entreprise? Mystère. Donc nous, on a continué à travailler et on a un peu plus formalisé ce qui avait commencé à se faire au tribunal, cette année qu'on a structuré de façon plus radicale, on va le dire. On a créé ce qu'on appelle les entretiens amiables. Et comme Laurent le disait tout à l'heure au début de l'intervention, tout chef d'entreprise qui souhaite venir parler avec le tribunal de ses difficultés peut être reçu du lundi au jeudi, de 9h à midi et demi, à tout moment. Nous avons organisé toutes les chambres de contentieux, avec dans chaque chambre 2 juges qui, si quelqu'un se présente à ce moment-là, se détacheront de leur délibéré pour recevoir les chefs d'entreprise qui veulent venir poser leurs difficultés. Du lundi au jeudi, ce qu'on appelle les entretiens volontaires, ce qui permet aux chefs d'entreprise qui souhaitent venir parler, pas de problème, vous pouvez venir. Nous, on ne donnera pas, je rappelle une chose, c'est que notre mission, ce n'est pas de donner des conseils, c'est de donner des avis. Puisqu'à un moment donné, on ne peut pas être des deux côtés de la barrière. Donc, on va donner des avis. Quitte au chef d'entreprise, aller voir son expert comptable, son commissaire aux comptes, voilà, ou son conseil, c'est-à-dire son avocat, bien sûr. Donc, c'est un premier sens entrée. Il faut savoir qu'actuellement, tous les lundis matins, là, on est en train de réorganiser notre fonctionnement parce que le lundi matin, on est presque saturé. On a à peu près, on tourne à 4-5 demandes d'entretien. On demande 1 heure d'entretien. Donc, on est en train de restructurer. Les entretiens spontanés. Pour pouvoir accueillir ces gens en entretien spontané.
La deuxième catégorie que nous avons, ce sont les entretiens de détection-prévention. Ça, c'est un travail que fait le tribunal au travers du registre du commerce et des sociétés. On va détecter les entreprises qui n'ont pas déposé leur compte en temps et en heure au RCS, celles dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, celles pour lesquelles on pourrait avoir des warnings du style des injonctions de payer qui reviennent régulièrement, on va appeler ça signaux faibles. J'ai injonction de payer, j'ai capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. On se dit que peut-être là, il y a peut-être des questions à venir poser aux chefs d'entreprise et on convoque. On invite à l'entretien parce que notre pouvoir n'est pas un pouvoir coercitif. Notre pouvoir, c'est d'inviter. Là, nous avons des organisations d'entretien où les dirigeants viennent. Alors, on va se le dire vraiment, il y en a la moitié qui viennent et l'autre moitié qui oublient de venir. Donc, ceux qui oublient de venir, on les réinvite à venir. Et puis, s'ils oublient trop, on se dit que peut-être il faudrait qu'on creuse un peu plus la question, parce qu'il y a peut-être matière à voir du côté de l'URSSAF et d'autres organismes qui peut-être ont aussi des warnings. Mais ceux qui viennent, c'est intéressant parce que très souvent, ils nous racontent leur vie, leur entreprise. Ils nous racontent comment ils sont arrivés là. Ils savent très bien pourquoi ils sont convoqués, parce qu'ils disent « ouais, j'ai porté bien, hein. Il y a un petit retard, mais bon, excusez-nous, vous allez voir, ça va. » Mais ça permet de parler, ça nous permet avec eux de reformuler. Et on parle de chiffres bien plus tard. Mais le fait de discuter, parfois, ça débloque le rendez-vous chez l'expert comptable en disant « mais ouais, j'ai pas de tableau de bord. » Et c'est vrai que c'est pas compliqué dans mon activité, mais si j'ai un outil de pilotage qui me permet de savoir qu'il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires par mois et tant de trucs, ben c'est pas mal. D'autres qui me disent oui, c'est vrai, l'expert, je m'entends pas bien avec lui. Ben, je dis vous avez une lettre de mission, vous pouvez aussi venir discuter avec votre expert comptable. Votre expert comptable est un prestataire de service, mais c'est aussi un fournisseur. Et très souvent, il y a l'image de l'expert qui est un peu faussée. Ça peut pas arriver souvent, ça. Non, pas souvent. Et enfin, les entretiens de suivi de plan, ça c'est quelque chose qu'on est en train de relancer. C'est-à-dire que toutes les entreprises que nous avons eues en procédure collective pour lesquelles on a fait des plans qui vont s'étaler sur 5, 6, 7 ou 8 ans, on sait que dans l'ensemble, les deux premières annuités du plan sont jouables. C'est lorsqu'on arrive à la troisième annuité que le taux de pression de remboursement du plan commence à devenir important, que là, on peut avoir une difficulté. Et il y a le commissaire à l'exécution du plan, puisque, bon, Sébastien Bigre, vous êtes souvent commissaire à l'exécution du plan, mais parfois l'entreprise a du mal à venir voir son commissaire à l'exécution du plan pour lui dire que telle échéance du plan va être difficile à assumer. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir leur dire, mais attendez, est-ce que vous êtes bien dans votre plan ou est-ce que vous sentez que peut-être il faudrait que vous alliez en discuter avec votre commissaire à l'exécution du plan plutôt que d'attendre qu'une ou deux échéances du plan ne soient pas payées et que le CEP arrive en me disant ben voilà, l'entreprise ne paie pas le truc, on demande la résolution du plan. Donc, voilà l'exemple dans lequel on se situe. 3 exemples. Il y a 15 jours, vient voir et convoquer un petit atelier de bijouterie qui travaille à façon pour des bijoutiers de Toulouse. Papillon-sur-Rue, c'est un atelier. Cette personne avait perdu un gros client. Grosso modo, elle fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Elle avait perdu un gros client qui lui a apporté 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais elle avait pris des dispositions, donc ils étaient passés de 5 façonniers, enfin 5 artisans, à la dirigeante et à l'artisan. Donc elle me dit, bon, je travaille à temps de l'heure, machin et tout. Et on lui demande, mais madame, est-ce que vous savez combien vous devez faire de chiffre d'affaires au moins le mois? La réponse a été de dire, je regarde mon compte en banque. Elle a dit, avec le juge qui était là, elle a dit, peut-être que si vous faisiez un petit découpage du nombre d'heures que vous devez affecter, machin, etc., ça vous donne une vision du chiffre d'affaires que vous devez réaliser. Et plutôt que de regarder le solde de votre compte en banque, qui est un indicateur comme l'autre, ça vous rassurerait un peu d'avoir quelques éléments chiffrés. Elle est ressortie de l'entretien et nous a remerciés. Parce qu'on lui a expliqué qu'avec un tableau Excel et un peu de bonne volonté, ce n'était pas très compliqué. Et c'est utile. Et c'est utile. Après, on reçoit le même jour une grosse entreprise de nettoyage qui tape 1 million de chiffre d'affaires. En Covid, perd la moitié de son chiffre d'affaires. En sortie de Covid, difficulté à relancer parce que les entreprises voulaient les protocoles sanitaires, donc il y a eu des pertes de marché, etc. Mais le dirigeant se bat et là, il est reparti sur un train d'1 million. Sauf qu'il y a eu un creux, il y a un PGE qui est arrivé au milieu
Donc, des grosses extensions de trésorerie, que du personnel à contrat à durée indéterminée, donc pas de variable d'ajustement, et quasiment toutes ces lignes chez le facteur. Donc, on lui pose la question, on lui dit que se passe-t-il si le facteur demain vous dit qu'il ne veut plus faire? Le dirigeant nous dit on va tout arrêter. Et c'est là qu'on lui dit mais est-ce que vous connaissez la sauvegarde? Est-ce que vous connaissez le mandat ad hoc? Enfin, on a discuté, quoi. Et il est reparti en nous disant est-ce que vous pouvez nous envoyer la liste des mandataires et des administrateurs judiciaires? Après, on verra ce qu'il fera. Et au moins, on lui a laissé on lui a ouvert une porte sur quelque chose. Et le troisième exemple, qui n'a rien à voir même avec les préventions de difficultés d'entreprise, on convoque une personne qui crée une société de prestation de confort, du jardinage, une petite maçonnerie, etc. Et elle avait monté sa boîte toute seule, elle était partie de zéro, pas de franchise, donc pas de royalties, pas de management fees à remonter, mais elle travaillait seule. Quand même, 18 salariés, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, pas trop mal pour un truc qui est parti de zéro. On la reçoit parce qu'il y avait un incident de bilan et elle arrive avec le bilan 2022 et puis l'incident était clos parce que les résultats étaient bons. Et en discutant, elle nous dit je sais que mon personnel ne fait pas toutes les heures pour lesquelles je les paye. Alors déjà, elle me parle de l'expert comptable, puisqu'on est entre nous, on est l'expert comptable, on dit j'avais un très bon expert comptable et au niveau des bulletins de paie, c'était une catastrophe. Parce que tous les mois, j'avais des contestations par mes salariés sur le bulletin de paie. Et elle me dit, j'avais beau leur dire que c'est l'expert comptable, pour les salariés, c'était moi. Donc, elle me dit, j'ai changé de cabinet, très bien. Je suis très contente de la paye dans le nouveau cabinet. Par contre, la relation avec l'expert est de moins bonne qualité. Bon, après, la relation avec l'expert, c'est très important, c'est intuitu personné, quoi. Ça se joue, c'est une relation de proximité et de confiance. Et finalement, elle me dit, j'ai à peu près 300 heures qui sont perdues dans la nature tous les mois. Donc, question suivante, est-ce que vous avez pensé à vous structurer? J'y pense, bon, on discute, et puis je lui dis, mais vous êtes toute seule, vous avez votre conjoint, vous en parlez à la maison. Elle me dit, je ne peux pas en parler à la maison parce que mon mari est tellement stressé que ça va finir de le casser. Bon. Et du coup, on a parlé de tout un tas d'autres choses, de syndicats professionnels, de clubs d'entreprise, et puis elle est repartie en me disant, mais c'est vrai, il faut que j'aille m'ouvrir à l'extérieur, que j'aille discuter avec des gens qui sont aussi comme moi, chefs d'entreprise, femmes chefs d'entreprise. Là, on n'était plus du tout dans la prévention. On est venu d'un entretien de prévention pour déboucher sur l'idée que ce n'était pas urgent qu'elle vende sa boîte, parce que ça fonctionnait, et qu'elle avait besoin de trouver des moyens de s'exprimer, de discuter ailleurs. Je ne veux pas dire qu'on est des enfants de cœur, mais là, je prends des exemples qui vont dans le sens de la prévention, parce que tout ne fonctionne pas toujours comme ça. Pour ajouter un complément à ce que vient de dire Philippe, pour lequel, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, j'ai créé avec la crise du Covid ce que j'ai appelé les CPE, cellules de prévention externalisées. CPE, c'est quoi? C'est un système qui permet à des juges spécialisés en prévention d'aller dans les syndicats professionnels pour être au plus près des adhérents de ces syndicats qui ont des difficultés. Le but, c'est qu'ils se sentent chez eux, qu'ils soient plus à même de s'ouvrir finalement à leurs difficultés pour essayer de trouver une solution, puisque s'ils sont là, c'est qu'il y a des difficultés. Donc c'est un système qui est toujours ouvert, qui malheureusement, je pense, risque de se développer, parce que bon, la crise, malheureusement, elle aussi, elle va arriver. Donc c'est une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on essaie d'être le plus près possible des gens qui ont des problèmes. Donc c'est ce que je voulais rajouter à ce que tu viens de dire. Après les entretiens amiables qu'on vient d'évoquer, il y a aussi bien sûr le truc classique, l'entretien sur alerte. Si Eric veut bien appuyer sur le bouton, c'est fait. Voilà, les entretiens sur alerte, que vous connaissez bien parce que tous en tant que commissaire aux comptes, à un moment donné, vous avez vos obligations d'alerter au titre de l'article L612-3 du Code du commerce. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de l'alerte avec plusieurs niveaux d'alerte. Laurent pourra en parler plus que moi parce que moi je viens d'arriver dans la procédure, dans le système et j'ai assisté à quelques entretiens sur alerte. Et je trouve que c'est intéressant parce que on est amené à poser des questions qui parfois touchent directement à la pérennité de l'entreprise. Si vous exercez votre mission d'alerte, c'est qu'il y a quelque chose.
ne faut pas oublier qu'on a aussi le CSE au titre de l'article L2323-10 du Code du travail qui peut aussi alerter. Et puis plus largement, les tiers qui sont au courant de difficultés des entreprises, etc., peuvent, au titre de leur connaissance des difficultés, exercer le droit d'alerte, ce qui est compliqué. Mais j'ai souligné, et notamment les experts comptables, on en a parlé tout à l'heure avec Eric, c'est vrai que dans la position de l'expert comptable, c'est très compliqué parce que c'est mon devoir à l'égard de mon client et le clause qui me lie à mon client. Donc, pourquoi pas dans certains cas très, très extrêmes, l'expert comptable n'agirait-il pas aussi l'alerte? En ce qui concerne les procédures amiables judiciaires, donc il y a deux procédures qui sont essentielles. C'est le mandat et confidentiel, c'est le mandat ad hoc et la conciliation. Je pense que ça, c'est des pratiques que Sébastien Vigreux va développer tout à l'heure. Pour nous, le mandat ad hoc et la conciliation, enfin moi, en tant que juge de procédure collective, j'ai eu des entreprises, je me suis dit, mais quel malheur qu'on n'ait pas pu les prendre plus tôt, parce que quand je contractualise avec l'État, ou que je fasse des marchés publics, dès lors que je suis inscrit au BODAC, mes conditions d'accès au marché public sont extrêmement réduites, enfin, sont beaucoup plus compliquées. Et quand vous avez des entreprises qui ne font que 80% de leur chiffre d'affaires avec l'État, ça veut dire que dès qu'on rentre dans une procédure de relation judiciaire, c'est très compliqué. Enfin, vous le savez, vous vous battez beaucoup. On l'a vu, on a eu un dossier qu'on a partagé en commun, sur le dossier de fibre. La fibre, ça a été un combat qu'a mené Maître Vigreux avec les dents et les mains. C'est terrible. Alors que le mandat ad hoc, la conciliation, le mandat ad hoc n'a pas de durée. Mais après, bon, on l'encadre un petit peu quand même. C'est confidentiel, c'est très souple. Donc, on peut faire appel à des professionnels comme les administrateurs judiciaires et pourquoi pas d'autres, mais bon, nous, on recommande l'utilisation des professionnels qui connaissent bien le monde de la restructuration de l'entreprise parce qu'il faut quand même agir vite. Dans la conciliation, on est très contraint par des délais parce qu'on a 4 mois pour concilier, pas plus. Donc, restructurer un PGE et restructurer une entreprise en 4 mois, c'est très compliqué. Donc, on est dans des durées limitées. L'avantage, c'est que ça ne sort pas du tribunal, sauf on va sur l'homologation d'un accord et tout le travail qui a été fait en amont est très confidentiel et le dirigeant garde la main sur l'entreprise. Parce qu'il y a aussi, à un moment donné, dans la procédure et dans les difficultés de cette entreprise, il y a cette notion de dessaisissement qui fait peur aux dirigeants. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on accompagne quand on fait de la prévention, en leur disant attention, plus tôt vous vous situez dans la procédure, plus vous gardez la main sur votre société. Et on peut aussi, pardon, allez-y, j'en prie. Il y a aussi, c'est une anecdote, mais en ce qui concerne la conciliation, il y a beaucoup de gens qui font un amalgame. Parce qu'il y a un mot qui s'appelle conciliation avec des notions complètement opposées. Il y a la conciliation dite contentieuse que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure et la conciliation dont il vient de parler qui s'appelle la conciliation prévention. Ce sont des domaines qui sont à l'opposé. Et donc, souvent, les gens, surtout vous, encore, vous êtes très sensibilisés, mais les gens de l'extérieur, notamment les chefs d'entreprise, ils ne comprennent rien de ce truc-là parce que c'est tellement aberrant d'avoir un même mot avec des notions opposées. C'est pour ça que je préfère, moi, parler de conciliation contentieuse d'une part et de conciliation prévention d'autre part. C'est un peu long, mais au moins, ça situe bien le cadre de la problématique. On a vu aussi l'année dernière, lorsqu'on a fait les conférences, que la stratégie, ça peut être aussi un enchaînement de ces procédures. Oui, c'est-à-dire qu'on peut commencer à préparer une conciliation par un mandat ad hoc qui, comme vous l'avez dit, n'est pas limité dans le temps, et d'arriver dans la conciliation au moment où on a avancé suffisamment dans l'accord éventuellement à défendre, et donc ne pas être prisonnier de ce laps de temps qui peut être parfois pénalisant. Et actuellement, je ne sais pas si on en parlera peut-être tout à l'heure, la conciliation prévention a subi un boom très important des conciliations prévention, puisque dans le cadre de cette procédure amiable, les entreprises peuvent renégocier leur PGE et d'une façon générale leur endettement. C'est pour ça que les conciliations prévention sont très importantes cette année, en 2022 par rapport à 2021-2020, et même beaucoup plus importantes qu'en 2019. Tout en conservant la garantie de l'État. Oui, exactement. C'est ça l'intérêt majeur, c'est que l'État ne peut pas se défausser. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même
un petit bémol, c'est la cotation Banque de France qui diminue. Mais si l'entreprise n'est pas déjà en bon état, elle n'est pas forcément bonne, la cotation. Et puis, ça peut finalement quelquefois se discuter. L'autre bémol aussi, c'est que l'entreprise ne soit pas à l'état de cessation de paiement Bien sûr. depuis plus de 45 jours. Mais l'entreprise peut être à l'état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours et aller vers la conciliation. Je dois être quand même assez rare, mais peut-être que Sébastien, tout à l'heure, pourra nous en citer. On pourra en parler. La cessation des paiements, effectivement, déjà pour arriver à la chiffrer à 45 jours, c'est pas toujours évident. C'est la spécialité, c'est la spécialité des experts comptables. Oui, ça on peut perdre. Ça tombe bien. Oui. Par contre, effectivement, lorsqu'on parle justement de difficultés liées à un PGE, on sait qu'il y a des échéances à ce PGE. Donc, la cessation de paiement, on peut l'avoir arrivé quand même. Et donc, la nécessité d'anticiper et de se mettre en conciliation éventuellement, il faut bien faire très attention de pouvoir anticiper cette cessation de paiement annoncée, vu les échéances connues du PGE. Voilà, donc juste un focus après sur les procédures judiciaires classiques que nous connaissons tous, qui sont la sauvegarde, qui est une forme de redressement judiciaire très simplifiée parce que le dirigeant garde la main sur son entreprise, mais la sauvegarde à Toulouse, on en fait quelques-unes à l'année, très peu. La sauvegarde accélérée, le redressement judiciaire, donc classique ou par classe de créancier. Nous n'avons jamais fait à Toulouse par classe de créancier. Lyon, il y en a eu un à Lyon qui a été fait. Le rétablissement professionnel. Se pose aussi la question de l'entrepreneur individuel avec la réforme du statut de l'entrepreneur individuel qui est une grosse machine compliquée. Et la liquidation judiciaire simplifiée ou au régime normal. Mais là, tout ça, c'est le panel des outils judiciaires. Le but, c'est pas le but de notre réunion aujourd'hui, donc c'est juste pour mémoire. Le but, effectivement, c'est qu'on reste le plus possible en procédure amiable et donc d'éviter d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire les procédures judiciaires dont Philippe vient de parler. On a vu que la chance de succès, elle est décroissante. Quand on parle du mandat ad hoc, de la conciliation qu'on passe en sauvegarde, en redressement judiciaire, la chance de sortie, elle est quand même décroissante. Tout à fait. Effectivement, il faut l'éviter et être donc en anticipation. Donc, Sébastien Vigreux, je crois que la transition est toute faite. Donc, à vous de nous donner peut-être le point de vue maintenant dans ce regard croisé de l'administrateur judiciaire. Très volontiers. D'abord, l'administrateur judiciaire, c'est souvent une fonction méconnue. Donc déjà, la première des choses, c'est de savoir que ça existe et qu'effectivement, c'est un partenaire, c'est même on va dire le spécialiste opérationnel qui intervient pour le compte du tribunal et bien sûr pour le compte du chef d'entreprise quand effectivement la situation économique et financière de l'entreprise devient très complexe. Alors, cet administrateur judiciaire, il a une formation qui lui permet d'être tout à fait à l'aise sur toutes les questions de techniques juridiques et financières. Naturellement, effectivement, on a des compétences là-dessus qui nous permettent d'être à l'aise sur toutes ces questions. Et de par notre expérience, nous tenons compte bien sûr de tous les aspects humains qui ont été abordés tout à l'heure par messieurs de Dieu et Granel, c'est qu'effectivement, on se met à la portée des chefs d'entreprise et on essaye de faire preuve effectivement d'un maximum de pédagogie et d'empathie pour des dirigeants qui bien souvent n'ont jamais imaginé se trouver dans la situation dans laquelle ils sont placés actuellement compte tenu de la crise. Donc cet administrateur judiciaire, il faut savoir, être consulté de manière tout à fait confidentielle et gratuite par n'importe quel chef d'entreprise qui vient toquer à la porte de nos études pour effectivement se livrer un peu plus à une introspection, on va voir comment, avec effectivement notre assistance. La plupart du temps, ces entretiens font suite soit aux entretiens qui ont été évoqués tout à l'heure entre un chef d'entreprise et un juge du tribunal de commerce, soit alors effectivement à la suite d'un échange avec l'expert comptable, quand effectivement on a besoin d'aller un peu plus loin dans la réflexion pour voir de manière pratique quelle procédure choisir dans la boîte à outils, eh bien effectivement c'est le moment où, de manière informelle, on prend langue avec une étude et effectivement on va rencontrer l'administrateur. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun chef d'entreprise ne pousse spontanément la porte de nos études. Et il y a toujours un tiers de confiance entre effectivement le chef d'entreprise et l'étude. Alors effectivement, on vient de parler du tribunal et des experts comptables. Ce peut aussi être un avocat spécialisé en droit des affaires ou d'ailleurs tout autre tiers qui effectivement a la confiance du chef d'entreprise pour l'accompagner dans la démarche. Et pourquoi pas le CIP?
Et pourquoi pas le CIP? Je sais effectivement que cette instance est très active sur la prévention des difficultés. Lors de ce rendez-vous, donc peut-être sur la slide d'après, lors de ce rendez-vous, donc avec l'aide de l'expert comptable, la première démarche, c'est d'essayer de défricher la situation pour établir un diagnostic. Quelle est l'origine des difficultés? Est-ce qu'on est sur une cause exogène? Est-ce qu'on est sur une cause structurelle? Et effectivement, une fois qu'on a effectivement établi ce premier diagnostic avec les derniers chiffres disponibles, c'est important de les avoir, eh bien, l'administrateur peut à ce moment-là informer le chef d'entreprise sur les différents types de procédures amiables ou judiciaires qui s'offrent à lui, bien sûr en privilégiant les pistes amiables. Ces échanges, donc, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont totalement informels et qui doivent se dérouler dans un climat de confiance, sont justement l'occasion pour le chef d'entreprise de se livrer à un jeu de questions-réponses avec nous, de manière à poser toutes les questions qu'il parfois n'oserait pas poser dans un autre contexte, parce qu'effectivement, on n'est pas au sein d'une instance judiciaire, on est dans un rendez-vous et justement avec le tiers de confiance à ses côtés, le chef d'entreprise doit être libre de poser toutes les questions, c'est très important. Alors quelles sont les questions? Bien sûr, c'est d'abord la description des procédures existantes, leur déroulement, leurs implications, on va y revenir tout à l'heure, effectivement. Si j'ouvre une conciliation, est-ce que je peux toujours faire des chèques librement? Question classique. Le déroulement, combien de temps ça dure? Finalement, quels sont les objectifs des procédures? Selon chaque procédure, bien, on le sait, n'a pas les mêmes objectifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont assez nombreuses. Enfin, effectivement, quelles sont les suites de la procédure? Combien ça coûte? C'est très important que toutes ces questions puissent être posées librement par le chef d'entreprise et qu'il puisse entendre une réponse claire de la part d'un praticien qui est un sachant et qui est effectivement en mesure, de par son expérience, de répondre à toutes ces questions. Au-delà de ça, et à titre d'exemple, une des questions très classiques qui vient lors de ces échanges, c'est finalement par quels efforts peuvent se traduire l'ouverture des procédures amiables de type mandat ad hoc ou conciliation. Certains chefs d'entreprise ne peuvent pas imaginer, par exemple, qu'une négociation peut être menée par rapport à des organismes de crédit bail, qu'on peut imaginer geler, par exemple, des loyers pendant un certain temps nécessaire à rétablir effectivement la trésorerie et à éviter justement un dépôt de bilan. Ce sont des questions très classiques lors de ces échanges. Alors, à l'issue de l'échange, finalement, l'administrateur, le but de cet échange, c'est qu'il puisse, une fois qu'on a réalisé un diagnostic avec l'aide de l'expert comptable, une fois qu'on a décrit les différents types de procédures, une fois que le chef d'entreprise a pu poser toutes ces questions, eh bien, l'administrateur peut émettre un avis effectivement en expliquant pourquoi telle procédure apparaît plus adaptée qu'une autre. Voilà. Alors, à titre d'exemple, alors bien sûr, ça n'est pas exhaustif, mais ça a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, un cas très classique de difficulté, y compris dans des entreprises rentables, il convient de le rappeler, c'est l'amortissement des PGE sur une durée de 4 ans avec des PGE qui représentaient 25% du chiffre d'affaires. Bon. On n'a pas de mal à se représenter que même pour une entreprise qui est rentable, si elle avait déjà d'ailleurs des dettes précédemment à ses PGE, elle va se retrouver avec une saturation totale de sa capacité d'autofinancement. Et comme ça a été dit, et c'est d'ailleurs assez peu connu, c'est effectivement à travers une conciliation que le PGE pourra être restructuré, à savoir effectivement qu'il pourra peut-être connaître une période de franchise supplémentaire, qu'il pourra être réétalé dans le temps sur une période qui pourrait aller, par exemple, jusqu'à 8 ou 10 ans, avec effectivement, pour les partenaires financiers, et c'est pour ça que ça fonctionne, la certitude que dans les conditions d'une conciliation, ils conserveront effectivement cette garantie de l'État à travers BPI. Voilà. Alors c'est un exemple effectivement. Il faut savoir d'ailleurs qu'on peut commencer à négocier un PGE dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc. On peut obtenir une suspension de PGE dans un mandat ad hoc à condition de basculer en conciliation avant le terme d'un délai de 6 mois, qui est le délai de déclaration de sinistralité par la banque au niveau de BPI. Alors autre cas classique de conciliation,
toutes les restructurations financières complexes dans lesquelles vont se trouver des dettes d'exploitation mélangées à des dettes seniors, parfois des dettes mézzanines dans des groupes de sociétés. On est vraiment sur le terreau de la conciliation, avec nécessairement une volonté de rechercher une sécurité juridique avec un constat et une homologation au terme de la mission. On a parlé du mandat ad hoc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme cas, on va dire, de figure qui serait adapté pour un traitement en mandat ad hoc? On va parler, par exemple, des conflits d'associés. Le conflit d'associés dans une entreprise qui n'est pas en difficulté peut se résoudre par l'intervention d'un tiers qui va essayer justement d'éviter une contamination d'un conflit souvent personnel sur la santé financière de l'entreprise. Donc le mandat ad hoc pour ça est tout à fait adapté, on a besoin de temps, c'est souple et effectivement dès lors que cette présence du tiers qu'est l'administrateur judiciaire en mandat ad hoc est acceptée par les parties, eh bien on peut essayer de faire bouger les lignes sur ce type de conflit. Le mandat ad hoc aussi, et là aussi ça rejoint ce que je disais juste avant, peut être l'antichambre d'une procédure de conciliation dont la durée serait insuffisante compte tenu de l'ampleur des difficultés. Je vous donne un exemple particulier. Si effectivement une entreprise, pour résoudre ses difficultés, doit nécessairement passer par une levée de fonds, 4 mois plus 1, c'est-à-dire la durée d'une conciliation, c'est forcément, quasiment certainement, insuffisant pour arriver à inscrire cette levée de fonds dans un accord de conciliation. Donc, on va effectivement aller chercher une procédure de mandat ad hoc qui va précéder cette procédure de conciliation. Et comme ça, on pourra gagner quelques mois. Dernier cas de figure, les cas de figure où finalement, on va exclure malheureusement le dossier d'une procédure amiable et on va plutôt l'orienter vers une procédure collective. Alors d'abord, je vais penser au cas de figure dans lequel il y a une restructuration sociale à mener, pour lequel on n'a pas les moyens financiers de payer les indemnités de licenciement économique qui sont à effectuer. Et bien là, on a le choix. On peut prendre, si on n'est pas en cessation des paiements, on peut prendre une sauvegarde où on ira actionner l'AGS et où finalement on remboursera l'AGS avec quelques délais, mais au moins on a financé la restructuration et on retrouve la profitabilité de l'entreprise. Quand la situation est encore plus dégradée, si le chef d'entreprise, à l'issue de l'entretien, nous indique qu'il n'est pas en mesure de faire la paye à la fin du mois, malheureusement, salaire impayé, pas d'autre solution que d'envisager un redressement judiciaire, même si l'entreprise est viable, il faut aller chercher une prise de garantie par l'AGS au niveau des salaires antérieurs. Donc, voilà quelques exemples qui ne sont naturellement pas exhaustifs. L'avis est un avis strictement consultatif. Le chef d'entreprise et l'expert comptable en font bon usage s'ils le souhaitent, mais ils ne sont absolument pas tenus. Et bien entendu, il peut n'y avoir aucune suite à cet entretien si finalement le chef d'entreprise trouvait d'autres solutions ou estime que ce qui lui a été présenté ne serait pas pertinent. La caractéristique des missions, on va dire, de l'administrateur judiciaire, c'est que c'est le chef d'entreprise qui choisit le professionnel qui va l'assister. Alors c'est vrai aussi bien dans les procédures amiables que dans les procédures judiciaires aujourd'hui. Donc à l'issue de l'entretien informel que j'ai cité, le chef d'entreprise, s'il souhaite s'engager plus en avant dans la procédure qui est préconisée, il va pouvoir faire figurer le nom du praticien qu'il a rencontré sur la requête qui sera déposée entre les mains du président du tribunal de commerce, de manière à choisir l'équipe de crise qui va l'entourer pour gérer les difficultés. Et effectivement, il pourrait faire de même s'il s'agissait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il peut faire figurer un nom sur ces formulaires également. Dans l'hypothèse de l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, il faut impérativement que le sujet, bien entendu, des honoraires du coût ait été abordé, non seulement d'ailleurs du coût du praticien, mandataire ad hoc ou conciliateur, mais d'ailleurs du coût de l'ensemble de la procédure, parce qu'effectivement, si un cabinet d'expertise comptable doit intervenir aux côtés du conciliateur ou du mandataire ad hoc, il va y avoir une lettre de mission, peut-être Eric va-t-il en parler certainement tout à l'heure, il va y avoir une lettre de mission dédiée qui va effectivement couvrir l'élaboration des budgets prévisionnels de trésorerie, d'exploitation qui seront nécessaires pour mener les négociations vis-à-vis des créanciers. En tout état de cause, la convention d'honoraires doit avoir été négociée, quoi qu'il arrive, en amont
de la saisine du tribunal, à peine d'irrecevabilité, cette convention doit être remise en pièce annexe de la requête. Monsieur le Président. Et elle doit comporter un plafond, à la fois intervention normale et success fees. Ça, c'est très important. Alors, tout à fait, effectivement. En règle générale, ces conventions d'honoraires prennent la forme d'une dette de mission. Donc, le praticien qui a été consulté va finalement évoquer dans cette convention d'honoraires les différents axes de travail sur lesquels il va devoir opérer, négociations avec des créanciers sociaux et fiscaux, négociations avec des partenaires financiers, recherche de financement, on en parlera tout à l'heure, et finalement, l'honoraire doit être donc associé à cette lettre de mission avec effectivement tout à fait un plafond sur les honoraires. Et si nous sommes en procédure de conciliation, c'est généralement en procédure de conciliation qu'il y a des honoraires de résultat. Hein, si effectivement l'alignement de planètes qui est à obtenir comporte effectivement différents types d'accords cumulatifs, il peut y avoir, ça n'est pas une obligation, mais il peut y avoir un honoraire au résultat qui est effectivement plafonné dans cette lettre de convention d'honoraires. Alors, quel est le rôle de l'administrateur judiciaire quand finalement la procédure est ouverte? Parce que finalement, si on arrive à l'étape d'après, l'ordonnance va être prononcée. Il faut d'abord rappeler un principe, c'est que ces procédures amiables, que sont le mandat ad hoc et la conciliation, sont des procédures à la fois confidentielles et consensuelles. Alors, confidentiel, ça a été abordé tout à l'heure, c'est extrêmement important. La première des craintes d'un chef d'entreprise, c'est que son environnement économique immédiat, ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents, puissent être au courant qu'il se trouve dans une situation de fragilité et assisté par un praticien. Donc là-dessus, les choses sont extrêmement claires dans les textes. Effectivement, la mission du mandataire ne doit apparaître nulle part au niveau du registre du commerce et des sociétés. Et d'autre part, tout tiers qui est approché par le praticien qui a été choisi se voit signifier une obligation de confidentialité sur non seulement des échanges verbaux, mais surtout dans tous les échanges épistolaires qui ont lieu par la suite. Donc, confidentialité, consensualisme. Consensualisme, ces procédures ne sont pas des procédures coercitives comme les procédures collectives où le tribunal peut imposer des plans d'étalement de la dette. Les procédures amiables se reposent sur une négociation pure et sur justement la qualité de la négociation qui va pouvoir être menée. Alors, le rôle de l'administrateur dans ces missions, il faut comprendre que c'est un rôle qui a été défini en amont, non seulement dans la lettre de mission, mais également rappelé dans l'ordonnance qui désigne le praticien. Il y a un certain nombre de points qui sont visés dans la décision de justice qui l'autorise à intervenir, et ces points sont limitatifs. Il ne peut pas tout d'un coup se saisir d'office d'une problématique du dossier, et si effectivement c'était le cas, il appartiendrait au chef d'entreprise de venir compléter sa mission en demandant au président de bien vouloir rajouter tel ou tel point qui n'aurait pas été abordé dans l'ordonnance initiale. En aucun cas, et ça a été dit tout à l'heure et je le rappelle avec la plus grande fermeté, en aucun cas le mandataire ad hoc ou le conciliateur ne se mêle de la gestion de l'entreprise. Nous sommes sur des cas où nous ne devons pas confondre ces missions, et ça il faut effectivement le marteler. Nous ne sommes pas dans le cadre des procédures collectives où l'administrateur peut recevoir des pouvoirs de gestion. Il ne doit pas le faire et ça lui-même strictement interdit. Et ça doit être effectivement le chef d'entreprise qui conserve toute la gestion de son entreprise. Alors, arrivé à ce stade, on peut se poser la question finalement, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces missions confiées au mandataire ad hoc et au conciliateur? Parce que quand on n'en a pas vécu, on peut se dire, mais finalement, quels sont finalement les points sur lesquels le praticien peut opérer? Alors, de manière assez pratico-pratique, et bien sûr, ce que je vais dire n'est là pas encore une règle absolue, chaque dossier peut être un cas particulier, mais la plupart du temps, le premier point de la mission va consister dans une analyse de la situation économique, juridique et financière de l'entreprise,
car il est difficile de négocier pour une entreprise quand on n'a pas effectivement une connaissance un peu approfondie de sa situation immédiate et de ses perspectives. Donc généralement, effectivement, cette analyse consiste dans le premier point qui est conféré au mandataire ad hoc ou au conciliateur. Le deuxième point, c'est le point auquel on pense le plus souvent, c'est la négociation avec les créanciers, négociation qui peut se faire avec une typologie de créanciers qui est souvent extrêmement vaste. On peut effectivement imaginer ce qui a été dit avec les partenaires financiers, les caisses sociales et fiscales, parfois des autorités administratives indépendantes si on est sur des problématiques réglementaires. Ce peut être également des négociations avec des partenaires économiques privilégiés. Donc ce sont souvent des fournisseurs. Je pense à des cas où effectivement une entreprise se retrouve dans une situation de déséquilibre dans une relation contractuelle par des éléments exogènes et conjoncturels, et pour laquelle, effectivement, bien souvent, si l'entrepreneur a un partenaire commercial qui est de plus grande taille, il va effectivement s'adosser à un mandataire ad hoc pour mener un rééquilibrage de la relation économique de manière effectivement à ne pas aller vers des procédures plus défavorables. La troisième catégorie on va dire de missions que comportent les ordonnances de mandat ad hoc et de conciliation, ce sont les recherches de financement. Alors ces recherches de financement, elles vont recouvrir plusieurs réalités. Souvent, et d'ailleurs c'est bien logique, on va chercher des financements auprès des associés ou des actionnaires historiques, on va chercher une levée de fonds en essayant de convaincre d'un plan d'action, d'un plan de retournement qui a été préparé avec le management. On peut imaginer faire venir des partenaires financiers spécialisés. Les administrateurs judiciaires ont dans leur carte de visite un certain nombre d'établissements financiers susceptibles de mettre en place des lignes de factoring, des lignes d'escompte, des lignes d'AI dans des situations de crise. Ils peuvent également aller chercher des établissements spécialisés dans des opérations de leaseback de matériel ou même de refinancement d'éléments immobiliers ou fonciers. Donc, ces recherches de financement, elles vont se tourner également vers des établissements financiers, parfois même vers la recherche pure d'investisseurs que pourraient être de nouveaux entrants tels que des fonds d'investissement, des fonds de retournement ou autres. Voilà. Donc, voilà quelques exemples pour comprendre finalement quel est le quotidien de l'administrateur dans ses missions. Il faut comprendre que c'est lui qui est le garant de la loyauté et de la transparence des échanges dans les négociations. C'est là la valeur ajoutée qu'il apporte. Il doit effectivement veiller au bon déroulement de la procédure. C'est lui qui doit favoriser l'aboutissement des négociations dans des délais contraints, parce que le temps joue généralement contre le chef d'entreprise, et il doit apporter la sécurité juridique qui est recherchée tant par le chef d'entreprise que par ses créanciers. C'est pour ça d'ailleurs que l'administrateur doit définir le cadencement de la procédure avec l'aide de l'expert comptable, car finalement, ce cadencement de la procédure, il n'est pas le fruit finalement d'un choix arbitraire du praticien. Ce sont finalement les prévisions de trésorerie, les prévisions d'exploitation qui vont dicter le calendrier de la procédure et qui vont conduire finalement à l'élaboration d'un calendrier de travail qui va devoir être scrupuleusement respecté si l'on veut éviter les différentes impasses de trésorerie qui se présentent et qui pourraient éventuellement affecter le cycle d'exploitation et entraîner une dégradation. C'est lui qui organise, qui prépare les réunions de négociation en partenariat avec l'expert comptable et le chef d'entreprise. Il va effectivement veiller à trouver les moyens de parvenir à un accord dans les meilleurs délais, en essayant de jouer ce rôle finalement qui relève d'une indépendance tant vis-à-vis du chef d'entreprise que vis-à-vis des créanciers, c'est-à-dire effectivement trouver ce point d'équilibre qui concilie les intérêts divergents qui précèdent sa désignation. Dernier point, l'administrateur peut, même dans des missions amiables, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau d'ailleurs, soutenir le chef d'entreprise dans des demandes coercitives à l'encontre de certains créanciers récalcitrants.
C'est quand même un paradoxe qu'on associe le terme coercitif avec amiable. Alors, c'est un paradoxe, mais il faut le réserver. Ouais. Il faut le réserver au cas où nous avons finalement une majorité on va dire, d'interlocuteurs qui sont favorables à une issue amiable. Et puis, il y a le mauvais coucheur. Il y a celui qui a envie finalement de rompre l'égalité de traitement à son profit, de tirer la couverture à lui, si on peut dire, et qui considère qu'en prenant une position plus dure que les autres, effectivement, il va pouvoir en attirer un avantage concurrentiel. Alors ça, le législateur avait déjà permis historiquement d'imposer des délais de paiement. Donc c'est le président de la chambre, le président du tribunal qui a ouvert la procédure, qui peut imposer des délais de grâce qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Et chose plus nouvelle et extrêmement importante, nous avons à l'issue de la période Covid une boîte à outils qui s'est complétée par une procédure de suspension des poursuites. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que dans certaines situations extrêmement aiguës, notamment où des retards de paiement, par exemple de loyer, que ce soit dans le cadre d'un bail commercial pour un local qui est indispensable à la poursuite de l'activité, que ce soit un arriéré de loyer sur un contrat de crédit-bail sur une machine-outil qui serait déterminante pour le cycle d'exploitation, eh bien, avec effectivement l'aide du conciliateur, le chef d'entreprise peut assigner le créancier concerné pour lui voir imposer une suspension des poursuites pendant toute la durée de la période de conciliation et donc éviter une résiliation du contrat qui pourrait avoir des effets parfois malheureusement définitifs sur l'avenir de l'entreprise. Donc voilà quelques exemples qui sont effectivement les seuls cas dans lesquels on va requérir à des outils non consensuels et aller chercher auprès du président du tribunal qui connaît le dossier et qui a reçu tous les rapports depuis le début de la procédure et qui pourra effectivement prendre une décision éclairée sur ces situations. Alors, quelle est l'issue finalement de la procédure de conciliation? Je l'ai dit tout à l'heure, généralement, ces procédures se terminent par une ordonnance de constat des accords qui sont intervenus. Cette ordonnance de constat, elle est confidentielle et elle n'est notifiée qu'aux signataires des accords. En revanche, si nous ne sommes pas sur une issue qui est un constat, mais une homologation par le tribunal, alors ce sont des cas extrêmement rares, je ne connais pas les statistiques du tribunal de Toulouse sur les conciliations, pour moi c'est moins d'un cas sur 10, dans lequel on va chercher une homologation parce qu'en réalité, il y a une recherche d'un privilège particulier par un nouveau financeur. Donc, si un nouveau financeur vient s'exposer dans la procédure de conciliation, il va chercher une homologation parce qu'il bénéficiera d'un privilège de quasi premier rang en procédure collective, qui est le privilège de New Money. Tous ces accords qui sont constatés ou homologués ont force exécutoire et donnent effectivement aux différentes parties une sécurité juridique meilleure que si ils n'étaient pas pris dans ce cadre bien particulier de la conciliation. Dernier point, juste pour le citer, à l'issue de la conciliation, l'administrateur judiciaire va parfois continuer son rôle d'accompagnement du chef d'entreprise, surtout dans des situations délicates ou avec des enjeux financiers importants, dans le cadre de procédures toujours confidentielles qui se nomment mandat à l'exécution de l'accord. C'est généralement le cas où l'accord de conciliation prévoit que des réunions doivent être organisées, réunions dites de revoyure, qui permettent aux signataires de l'accord de se retrouver autour de l'ancien conciliateur pour vérifier la bonne exécution dans les années qui suivent cette signature. J'en arrive au terme de mon intervention pour rappeler quelques chiffres qui calent avec ce qui a été indiqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les statistiques de succès des procédures amiables, et je parle sous le contrôle naturellement du président Granet et du président Didieu, ces statistiques donnent des taux de succès au plan national qui sont de l'ordre de 75%, en tout état de cause qui dépassent les 70%. Si on regarde les taux de succès des procédures de redressement judiciaire, les taux de succès, même si on cumule les plans de redressement et les plans de cession de l'entreprise, donc les deux voies qui sont ouvertes pour avoir une continuité d'activité, on ne dépasse pas 25%. Donc, effectivement, cela vous donne une idée de l'enjeu qu'il y a à traiter les difficultés le plus précocement possible dans le cadre des procédures
les 2 procédures amiables que nous avons abordées ce soir. Surtout que les plans de redressement et les plans de cession, ils durent en général au moins 9 ans. Alors oui, tout à fait, ils peuvent durer. Donc il faut tenir pendant les 9 ans. Il faut tenir pendant 9 ans avec un handicap qui est effectivement de ne plus être finançable, ce qui n'est pas moindre, une moindre difficulté quand on est sur des métiers capitalistiques. Bien sûr. Merci, Maître Migreux. Avec plaisir. Donc, il en vient maintenant à évoquer le point de vue de l'expert comptable et de l'institution par rapport à cette notion donc de prévention des difficultés. Donc, je vais déjà répondre à votre question. Oui, effectivement, il conviendra à l'expert comptable qui intervient dans le cadre de la prévention des difficultés aux côtés d'une entreprise d'établir une lettre de mission dédiée, puisqu'on n'est pas sur de la mission, je dirais, courante de présentation des comptes ou autre. Donc, il est intéressant effectivement de pouvoir développer une lettre de mission dédiée aussi pour une question de marketing vis-à-vis de la discussion avec le client, pour lui faire comprendre également quels vont être les degrés d'intervention de l'expert comptable. C'est une mission à laquelle nos clients ne sont pas habitués, parce qu'ils ne vont pas tous les 4 matins se présenter suite à des difficultés devant l'administrateur judiciaire ou au tribunal. Donc, il est important d'avoir cette discussion avec le client. Souvent, on entend des confrères qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas payé, donc comment je fais ?» Là, on traite ce soir de la prévention. Donc, si on est encore en prévention, on peut espérer qu'on arrive à négocier une intervention de l'expert comptable et les honoraires qui vont avec. Si on n'est plus en capacité de payer l'expert comptable, c'est qu'on n'est peut-être plus déjà dans la prévention. On est peut-être déjà dans les difficultés. Donc, on n'est peut-être pas dans le sujet de ce soir. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, il faut nécessairement établir une lettre de mission. Donc, en quelques mots, quel est le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement de l'entreprise en difficulté? D'abord, l'accompagnement, elle va se poser sur la personne du dirigeant et éviter le cas que l'on rencontre régulièrement du dirigeant en difficulté qui s'isole, qui vit seul ses difficultés, qui ne les exprime pas pour tout un tas de raisons. On l'a évoqué lors de la première conférence que nous avions réalisée, soit parce que il y a une honte qui s'installe, parce qu'il y a une confiance à ne pas perdre vis-à-vis des tiers, etc. Donc, nous, notre rôle, c'est d'abord un rôle d'accompagnement de la personne et d'être à ses côtés. Faire en sorte que le dirigeant ne se sente pas l'unique responsable, mais pour autant, faire aussi en sorte qu'il ne rejette pas la responsabilité sur son environnement et qu'il se déculpabilise systématiquement de tout. Donc voilà, il y a une juste mesure à garder, rester dans un dialogue et dans un schéma constructif, mais là, je pense que nous avons notre rôle à jouer. Ensuite, effectivement, pour le dirigeant, la difficulté, ce qu'on rencontre souvent, c'est qu'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il faut démystifier le tribunal. Il faut aussi peut-être donner aux clients certaines informations sur l'environnement dans lequel il va être nécessairement contraint d'évoluer dans le cadre de la prévention et rechercher avec lui éventuellement les solutions qui sont les plus adaptées à sa situation. Et donc là aussi, on est certainement en bonne place aux côtés du dirigeant pour exercer ce rôle. Ensuite, lorsqu'on en est à la constitution d'une équipe de crise, lorsqu'on a conscientisé un petit peu le niveau des difficultés, il va falloir arriver à avoir dans l'équipe de crise à la fois des personnes qui connaissent l'entreprise, qui la connaissent de l'intérieur. Lorsque l'entreprise est toute petite, ça sera le dirigeant, souvent. Mais lorsque l'entreprise est un peu plus structurée, on va avoir le dirigeant, le DG, par exemple, un DAF, etc. Donc, on va avoir une équipe qui va être constituée de personnes qui la connaissent et une équipe constituée de spécialistes qui sont externes à l'entreprise, mais qui vont avoir la connaissance des procédures. Et là, on va retrouver effectivement l'expert comptable, l'avocat, l'administrateur judiciaire éventuellement. Donc, pour constituer une équipe de crise, en mixant donc ces 2 catégories d'intervenants. Et on voit bien quand même que celui qui va avoir à la fois la connaissance de l'entreprise et qui va être en mesure aussi d'orienter le client en termes d'information sur les procédures existantes, c'est quand même l'expert comptable. Donc, il y a un rôle pivot de l'expert comptable dans l'équipe de crise du fait de sa connaissance interne de l'entreprise. Donc, deuxième constat, donc l'expert comptable qui va avoir également un rôle à l'égard des tiers. On estime qu'à partir du moment où l'expert comptable a une image de fiabilité, de transparence et d'objectivité dans sa relation, il va avoir un rôle clé à la fois vis-à-vis des différents organes qui vont être amenés à intervenir pour la gestion de la crise, mais aussi vis-à-vis des tiers qui peuvent donc conserver, je dirais, une certaine confiance à l'entreprise de par l'image que peut apporter aussi l'expert comptable qui viendra donc là épauler le dirigeant dans la recherche de solutions.
Alors, dans les exemples on avait déjà donné ces exemples lors d'une conférence précédente, je les ai remis, sur une enquête qui avait été faite en juin 2021, suite à la crise sanitaire. On avait vu que 43% des dirigeants avaient sollicité pendant la crise, donc des professionnels du secteur financier, du secteur juridique. Et parmi les professionnels, 31% avaient sollicité des banquiers, 28% des experts comptables, et les avocats et les commissaires aux comptes, qui sont moins présents, commissaires aux comptes, peut-être sur le panel des entreprises, hein, puisqu'il y a des questions de taille, de seuil. 4% donc pour les commissaires aux comptes, 7% pour les avocats, et seulement 1% pour les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Alors, tout ça parce qu'il y avait certainement le quoi qu'il en coûte, hein, et donc qui ont éloigné les entreprises du tribunal et des administrateurs judiciaires, certainement, mais aussi parce qu'il y avait des besoins d'accompagnement. Et on voit bien que lorsqu'il y a un besoin d'accompagnement, naturellement, on se tourne quand même vers l'expert comptable. Donc nous devons d'être présents, et je pense qu'on en reparlera avec vous, mais c'est là que vous nous attendez aussi. Ensuite, donc, rôle de l'expert comptable également, eh bien, l'expert comptable a une vision historique de l'entreprise, de ses difficultés, et donc il va pouvoir s'interroger sur les causes de ces difficultés, et va pouvoir intégrer l'ensemble de ses réflexions sur la constitution des éléments prévisionnels qui vont permettre donc de monter des plans de sortie de crise. Et donc l'expert comptable va pouvoir mettre à la disposition donc du chef d'entreprise et de l'équipe de crise cette connaissance interne qui va donc pouvoir être mise en musique au travers des éléments prévisionnels qui sont sollicités, vous nous l'avez bien précisé, Monsieur le Président, qui sont sollicités notamment par le tribunal et qui nécessitent donc une réactivité, on en reparlera certainement, que l'expert comptable doit être en mesure d'apporter. Et bien entendu, le deuxième aspect de notre accompagnement, c'est d'être en capacité d'apporter une réflexion sur les mesures préventives, cette réflexion qui doit être menée avec le chef d'entreprise. Et donc, l'expert comptable, dans le cadre de ces sorties, de cette réflexion autour des mesures préventives, sera encore l'interlocuteur à la fois du dirigeant et de l'administrateur ou du tribunal. Donc, c'est l'expert comptable, et vous l'avez rappelé, Maître Vigreux, qui souvent est à l'origine des rendez-vous, que ce soit au tribunal ou que ce soit auprès d'un administrateur judiciaire. Donc, c'est effectivement, on a plus ou moins donc notre expérience, on a nos connaissances dans le secteur, et donc on a souvent la facilité de prendre le téléphone, puis d'appeler un administrateur judiciaire, d'exposer le cas d'une entreprise et de déclencher ainsi un rendez-vous. On le verra dans les questions qui ont été posées. Je discutais avec une consoeur cet après-midi qui me posait une question. Typiquement, cette question, s'il n'y avait pas eu la conférence ce soir, elle aurait appelé un administrateur judiciaire, elle lui aurait posé, et ensuite elle aurait certainement organisé le rendez-vous avec son client. On y reviendra tout à l'heure. Donc, en conclusion, je dirais par rapport au rôle donc de l'expert comptable et ce rôle donc de pivot, c'est que l'expert comptable donc va pouvoir, je dirais, à la fois être l'élément qui va prendre les contacts avec l'environnement qui est souvent méconnu par le chef d'entreprise, que ce soit au tribunal ou que ce soit auprès des administrateurs judiciaires, qui va pouvoir être celui qui va produire le chiffre d'une façon générale, le chiffre tant qui permet de comprendre le passé que celui qui permet de construire le futur, et qui va permettre donc aux mandataires ad hoc ou aux conciliateurs, et vous l'avez rappelé, Maître Vigreux, de conserver une indépendance. L'équipe de crise, avec l'avocat et avec l'expert comptable, elle est là pour apporter le conseil et l'accompagnement technique, financier et juridique, qui va permettre aussi aux mandataires ad hoc et aux conciliateurs de conserver une indépendance dans son fonctionnement. Vous n'êtes pas le conseil de l'entreprise, ce n'est pas votre mission, et donc c'est à nous, professionnels, d'assurer cette mission. Alors, juste, on l'a signalé hein, dans le document, l'importance aussi, lorsque les banques réclament une revue indépendante, hein, ce qu'on appelle un IBR, un Independent Business Review, l'importance du travail de l'expert comptable sera appréciée pour que cette revue se passe dans de bonnes conditions. Dernièrement, pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à un compte-rendu d'un IBR. La première chose qu'a dit l'IBR, il dit « Heureusement qu'on avait l'information financière en interne et par l'expert comptable. » Alors, c'est pas moi l'expert comptable, donc je peux en parler librement, parce que on n'a pas ça partout et ça nous aide énormément dans la production de notre rapport qui est dans un environnement de temps qui est extrêmement court, généralement, parce qu'il y a urgence. Et là, on voit quand même que ce travail, cette connaissance de l'entreprise et cette présence de l'entreprise
par l'expert comptable à ce moment-là, elle est primordiale. Ensuite, quelques mots sur l'engagement du CROEC sur le sujet donc, de la prévention des difficultés. Ben, le premier effet, c'est qu'on a créé cette commission sur la prévention des difficultés des entreprises. Je vous engage toutes et tous à y participer. Elle est tout à fait libre en termes de participation, donc vous pouvez solliciter donc, le conseil régional pour y participer. Tout se fera en mixte, en format mixte, c'est-à-dire en visio et en présentiel, pour permettre à tout un chacun d'y participer. On aura donc l'occasion de faire un état des lieux un petit peu prochainement de la commission et de voir quels vont être les principaux objectifs. L'objectif ensuite du conseil régional, c'est d'organiser des conférences ce soir sur un angle pratique en faisant rencontrer les professionnels de la prévention. Mettre également à disposition des consoeurs et des confrères des formations. Alors, au niveau de Midi-Pyrénées, au niveau du CERICamp, on a 2 formations qui sont proposées, une formation sur un jour, une formation sur une demi-journée. Sur un jour, l'entreprise en difficulté, de la détection aux procédures préventives, mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde. Et en une demi-journée, les entreprises en difficulté, quelle solution choisir? Voilà, donc on essaye donc de vous proposer ces formations, il faut les suivre parce que ça permet d'avoir véritablement un bagage qui est utile, je pense, dans l'accompagnement des dirigeants. Et enfin, dernier point, Maître Vigreux, vous me connaissez, je n'allais pas ne pas en parler. Nous sommes très impliqués également au niveau du Centre d'information sur la prévention des difficultés d'entreprise, le CIP, qui est donc un organisme qui est régional, qui bénéficie d'un numéro vert pour toute la région, le 0806 110 392, qui permet à tout chef d'entreprise de prendre contact avec le CIP et elle sera dirigée vers le CIP du département le plus proche. Voilà, donc le CIP, qu'est-ce que c'est? C'est une petite, je dirais une réunion qui va être organisée à la demande d'un chef d'entreprise, qui va être organisée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, un avocat et un ancien juge consulaire. Et donc, ces 3 personnes vont recevoir, avec un représentant soit de la CCI, soit de la Chambre des métiers, vont recevoir donc le chef d'entreprise. Il y a un petit questionnaire qui est rempli au préalable. On le reçoit, on l'écoute, on discute avec lui et on lui propose des informations. Le but, ce n'est pas de lui délivrer du conseil, c'est uniquement de lui proposer de l'information, soit de le rediriger éventuellement vers le tribunal, soit de le rediriger aussi vers l'administrateur judiciaire. En fait, on va lui ouvrir toute une série de possibilités qui s'offrent à lui, sans clause de revoyure. Donc, on n'est pas là pour récupérer un client, je précise. Bon, on est là vraiment sur une action totalement gratuite pour nous et vraiment dans la recherche d'un intérêt pour le client, pour l'entrepreneur en difficulté. Donc, on a une clause de non-revoyure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné l'information, on ne revoit plus le client. C'est d'ailleurs un peu frustrant. Et souvent, on garde contact quand même pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on aime bien savoir quand même comment les choses se sont passées après. Et voilà, donc c'est une porte d'entrée vers l'information. Lorsqu'on avait fait un travail avec monsieur le préfet de région, on avait recensé pas moins de 90 dispositifs sur toute l'Occitanie qui traitent de la prévention des difficultés des entreprises. Que ça soit au travers des organisations patronales, que ça soit au travers donc, des CIP, que ce soit... Voilà, il y a énormément de dispositifs. De fait, la cartographie devient illisible. Et l'idée, c'est de donner au travers du CIP une information de premier niveau qui va permettre ensuite aux chefs d'entreprise de s'orienter vers le dispositif qui est le plus adapté à sa situation. Voilà. Donc, on y est très attaché et sur le département, par exemple, de l'Haute-Garonne, on avait un CIP qui ne fonctionnait quasiment pas depuis plusieurs années. Et bien, depuis quelque temps, le CIP fonctionne, donc on commence à en parler de plus en plus. Ça fonctionne plutôt bien et on a régulièrement des rendez-vous qui sont organisés. Voilà. Alors, on va en venir au dernier point qui me semble primordial, puisque c'est quand même l'objet aussi de cet entretien. On vous a exposé quelles étaient nos ambitions, Monsieur le Président, au travers du rôle de l'expert comptable, mais on sait que le tribunal a des attentes, et donc je pense qu'il serait important peut-être de les préciser. Donc peut-être Monsieur Dedieu ou Monsieur Canel, je ne sais pas. Oui, quitte à répéter un peu tout ce qu'on vient de dire, mais on constate qu'on a tout le temps besoin, à toutes les étapes de la procédure, de chiffres fiables, d'informations fiables, certifiées et produites dans des délais très contraints. Et le rôle des experts comptables pour nous est essentiel parce que dans la détection des signaux faibles, vous êtes quand même à la première, au premier rang avec les banquiers.
avec les banquiers, vous êtes les premiers sensibles, enfin, les premiers alertés. Dire que nous avons des attentes, c'est compliqué parce que quelque part, nous sommes aussi l'organe qui va être amené à traiter la difficulté, si difficulté il devait y avoir. Mais ce que je constate, c'est que, au travers de l'expérience que j'ai eue en tant que président d'une chambre de procédure collective, c'est que lorsque j'ai eu à traiter les dossiers de procédure collective avec l'expert comptable présent à l'audience, nous nous en sommes très bien tirés. Donc pour moi, l'expert comptable, qui est une profession qui est un peu mal connue ou mal appréhendée, tout comme nous, les tribunaux de commerce, nous avons une image qui nous colle un peu à la peau. Nous avons vraiment besoin de travailler ensemble, parce que c'est vous quand même qui êtes à l'origine de la fiabilité et de la qualité des chiffres. Donc pour nous, les experts comptables, vous êtes une cible privilégiée et notre porte, et nous sommes très ouverts à vous voir autant de fois que nécessaire et autant de fois que de besoin, parce que on ne peut travailler que main dans la main. Et l'apport des professionnels du chiffre est absolument indispensable. Quelle est la valeur ajoutée que peut apporter un tribunal là-dedans? Si vous voulez bien passer au slide. Je suis bloqué. Bravo. Je vais essayer de débloquer la machine. Voilà. Voilà. Donc nous, l'avantage d'un tribunal, c'est la confidentialité, c'est la palette de services, parce qu'on peut aussi vous assister, dans certains cas, dans le cadre de la conciliation et du mandat ad hoc. On a des moyens, puisque Sébastien Vigreux, tout à l'heure, parlait de la suspension éventuelle des poursuites. Et quand on est à deux doigts d'aboutir à un accord, qu'on a juste besoin de faire provisoirement, de suspendre quelques échéances, ça nous permet de passer un cap qui, si on ne le fait pas, va nous conduire directement à l'étape d'après qu'on ne veut pas connaître. Et puis, beaucoup de difficultés, voire certaines, peuvent se résoudre simplement par des entretiens de prévention. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en citant les entretiens de prévention que nous avons eus récemment. C'est une question de volonté de la part de tous. Voilà ce qu'on pourrait dire de notre côté. Et finalement, il y a aussi des freins. Il y a des freins, et ces freins, il faut qu'on les combatte ensemble. On a des entrepreneurs qui n'ont pas de professionnels du chiffre parce qu'ils n'ont pas obligation. Donc là, on est dans le désert. Mais dans le cadre de la prévention, c'est plutôt rare. Là, c'est dans le cadre de difficultés. Là, la problématique des professionnels non payés. Ça ne se rencontre pas trop dans la prévention, mais ça pourrait arriver. Parce qu'il peut y avoir à un moment donné des accords sur des prestations, une incompréhension. Donc ça, il faut qu'on soit vigilant. On a le problème de la remontée tardive des entreprises qui vont... C'est le cas concret. Nous, en prévention, quand on les convoque, c'est parce que les remontées d'informations ne se font pas en temps et à l'heure. Donc, c'est des signaux. Mais parfois, quand il y a trop de retard, il est déjà très difficile d'intervenir. On a la problématique du déni du dirigeant qui dit ben, demain ça ira beaucoup mieux, donc je fais le dos rond et puis on verra bien. Il y a une grosse méconnaissance des métiers d'administrateurs et de mandataires judiciaires qui sont très souvent associés à un terme que je peux employer ici parce qu'on est entre nous, c'est le terme de fossoyeur. Mais vous n'êtes pas des fossoyeurs, sauf que l'image populaire, c'est quelque chose qui est encore énormément ancré, comme l'image du tribunal, qui n'est pas forcément une image positive. Donc, on a un constat qui est quand même sévère, c'est que beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, faute d'anticipation, c'est ça qui nous fait mal, et donc, quelque part, de prévention. Comment pourrait-on répondre? C'est ce qu'on fait ce soir. Communiquer, alerter, oui. Rassurer les dirigeants, en allant voir les syndicats professionnels, en allant voir les clubs d'entreprise, en expliquant quel est le rôle de la prévention et dire qu'on n'est pas là pour s'aborder des boîtes. On est aussi des chefs d'entreprise. Proposer des rencontres de prévention, comme on le fait ce soir, comme on va le faire plus tard, dans quelques mois, dans un autre cas. Proposer des rencontres avec les mandataires de justice. Alors là, je dis volontairement mandataires de justice, je ne dis pas administrateurs ou je dis les mandataires au sens large, qui ont du savoir. Parce que, à un moment donné, la restructuration passe aussi par l'expertise de l'homme, du métier. Ne s'improvise pas un restructurateur d'entreprise, celui qui ne l'a pas fait. Parce qu'il y a la crédibilité de l'administrateur ou du mandataire quand il va s'adresser au banquier, qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est votre carte de visite, c'est votre qualité qui permet aussi d'accélérer certaines procédures. De sensibiliser les nouvelles promotions d'experts comptables, parce que
faut prendre les racines Et de commissaires aux comptes, et d'ailleurs. de commissaires aux comptes. Mhm. Donc, au moment, à la fin des études, ça peut être aussi un bon sujet. L'idée de la task force pour absorber des surcharges dans les cabinets que vous avez évoqué tout à l'heure en creux, en disant qu'il peut y avoir à un moment donné des tensions dans des cabinets qui auraient besoin d'avoir un petit coup de main pour accompagner certains dossiers. Pourquoi pas former des collaborateurs dédiés dans certains cabinets parce que là, je vais vous citer un cas. Il n'y a pas longtemps, on voit un dossier et le collaborateur ne connaissait pas la procédure. Donc, le plan de trésor ne tenait pas compte de la suspension des poursuites. Donc, on a un plan de trésor qui est présenté, qui est complètement qui est faux. Bon, on s'en aperçoit parce qu'on dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Mais le collaborateur n'était pas formé, ne savait pas ce que c'était. Donc, il n'avait pas tenu compte de la suspension des poursuites et des reports d'échéance qui pouvaient avoir lieu. Ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger parce que l'environnement procédural est quand même très spécifique, très particulier. Oui. Et quand on n'en a pas trop fait, effectivement, on ne s'improvise pas du jour au lendemain. Voilà. C'est exact. Et continuer à organiser avec le tribunal des rencontres de prévention parce que la porte est ouverte dans un tribunal. On accueille facilement des stagiaires de l'ANM, on accueille facilement des stagiaires qui sont en master à la fac de droit, on accueille tout aussi bien des stagiaires de votre profession parce que en ayant vu, en ayant assisté, après avoir signé une charte de confidentialité, une audience de procédure collective ou avoir assisté à l'entretien de prévention, ça vous permet peut-être aussi de mieux restituer le contexte. Donc, nous, il faut faire savoir. On est complètement ouvert. Voilà ce que. Effectivement, accueillir des mémorialistes experts comptables, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je le note parce qu'on peut y réfléchir. Ça peut être, je pense, bien dans le cadre de la formation d'être passé par la case tribunal et d'avoir vécu de l'intérieur. Je crois que ça peut être très, très, très intéressant. C'est un apport. Oui. C'est un apport. Moi, je le vois avec les étudiants qui sont en master à l'aide ici à Toulouse. Je leur propose systématiquement de passer. Tous les ans, j'en ai 2 ou 3 qui viennent assister à une audience complète d'une journée. Voilà. Et ça permet aussi de fixer des notions qu'on a vues en cours, qui sont parfois abstraites et qu'on fixe très bien quand on se trouve à l'étranger. Puis de pouvoir en parler aussi, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément l'environnement du tribunal et le fait d'y avoir assisté, ça permet d'anticiper justement ce que l'on va avoir à faire ensuite quand on est de l'autre côté et qu'on est un accompagnement du dirigeant. Donc d'avoir assisté, je trouve, au moins une fois, d'avoir passé une journée une fois au tribunal, je trouve que c'est un très très bon apport. Donc je pense qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour mettre en place cela parce que c'est une bonne proposition. Voilà ce que. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui clôture, je dirais, la partie, je dirais, une présentation de notre conférence. On va pouvoir passer, si vous en avez le souhait, donc à un certain nombre de questions, si vous voulez. D'abord, merci à tous les trois d'être intervenus. C'était intéressant toujours d'avoir le regard de professionnels qui sont particulièrement investis sur le sujet. Ensuite, ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer par une première question, c'est la plus dure, celle qu'on pose en premier, puis après les autres vont s'enchaîner peut-être, dans la salle ou à distance. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais récupérer l'ordinateur de retour pour avoir vision des questions. Et en attendant, je vais peut-être en poser une en premier. Est-ce que, Maître Vigreux, nous avons eu déjà des exemples qui ont été donnés par Monsieur Dedieu. Est-ce que vous avez, vous aussi, une jolie histoire à nous raconter de prévention? Quelque chose que vous auriez vécu de l'intérieur et que vous pourriez peut-être donner à titre d'illustration? Tout à fait. J'avais un peu réfléchi en amont de notre réunion d'aujourd'hui, effectivement, à un cas qui pouvait être un peu emblématique, donc à citer. Donc c'est un dossier qui a été traité à Toulouse. Naturellement, je garderai toute la confidentialité sur l'identité de cette structure. C'est un dossier de prévention. Et alors, bon, l'origine des difficultés, ça ne surprendra pas les praticiens et les professionnels que vous êtes. C'était une brusque dégradation de la marge pour des raisons strictement conjoncturelles. Toutes les difficultés résidaient dans là. On avait perdu effectivement 10 points de marge avec effectivement une situation qui était déjà tendue, c'est vrai, mais l'origine des difficultés trouvait sa cause là-dedans. Bon, une course contre la montre allait débuter parce qu'effectivement, il n'y avait pas de flexibilité immédiate sur les conditions commerciales vis-à-vis de la clientèle. C'est un dossier qui s'est ouvert avec une procédure de mandat ad hoc sur lequel immédiatement un gel de l'intégralité des dettes financières a été opéré. Quand on parle de l'intégralité des dettes financières,
Ça veut dire qu'on intègre toutes les dettes moyen-long terme, que ce soit effectivement de la dette d'exploitation classique, de la dette de PGE, mais également tous les contrats de location financière et de leasing de la société. Donc, forcément, quand vous gelez d'un coup, alors avec effectivement l'action à mener vis-à-vis des partenaires financiers, hein, tout ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, vous en doutez, mais quand la procédure démarre, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le standstill, on gèle tout l'amortissement de la dette financière, on maintient toutes les lignes court terme, on demande le maintien des lignes court terme, bien sûr, c'est nécessaire, que ce soit les DAI, enfin, tout ce qui va permettre effectivement le financement du cycle doit être favorisé. Et effectivement, concomitamment à ça, vu les enjeux en présence, hein, parce qu'il y avait effectivement une impasse de trésorerie qui était très significative, il a fallu aller au-delà, c'est-à-dire il a fallu également solliciter les caisses sociales et fiscales en gelant sur quelques mois les parts patronales, les règlements des parts patronales, que ce soit au niveau de l'URSSAF et de la caisse de retraite. Voilà. Ce dossier donc s'est ouvert en mandat ad hoc, a basculé au bout de quelques mois en procédure de conciliation. Il a donné lieu à un accord auprès de la CCSF qui a alloué un étalement sur 36 mois pour les dettes sociales et fiscales qui avaient été constituées. Et cet accord, effectivement, auprès des CCSF a été complété par un protocole d'accord constaté, donc strictement confidentiel, avec tous les partenaires financiers. On était sur un nombre d'établissements financiers de l'ordre d'une vingtaine, qui ont concédé des prorogations de maturité, donc que ce soit effectivement sur les contrats historiques comme sur les PGE, tous ont accepté effectivement une prorogation une franchise et une prorogation des contrats à terme, de manière à redonner du souffle à la trésorerie et à permettre à cette société de modifier ses conditions commerciales pour rétablir son niveau de marge qu'elle avait très brutalement perdu. Voilà un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple récent sur un dossier où effectivement, à défaut d'anticipation, et là on parle non pas de jours, mais de semaines, effectivement, ce dossier aurait pu connaître un redressement judiciaire qui aurait eu de toute autre conséquence par rapport à la typologie de clientèle du dossier, bien entendu de la lourdeur de la procédure, etc., etc. Donc, voilà, pour illustrer l'anticipation, si effectivement, et c'est un expert comptable qui m'avait mis en relation avec ce dossier, je tiens à le préciser, si effectivement l'expert comptable n'avait pas mis ce chef d'entreprise qui n'avait jamais rencontré d'administrateur judiciaire de sa vie en relation avec nous, mener un plan d'action, parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'expert comptable de ce dossier, c'est lui qui a fait tous les budgets prévisionnels, il m'a accompagné dans la conviction qu'il fallait apporter auprès du chef d'entreprise de mettre en place un outil de contrôle de gestion analytique, et je pense qu'effectivement, le chef d'entreprise qui est ressorti de cette procédure en est ressorti, de mon point de vue, beaucoup mieux armé qu'il n'y était rentré. Voilà, pour ce qui pourrait être une belle histoire. Il y en a beaucoup d'autres, j'imagine, au tribunal. Ben, ça illustre bien, effectivement, avec le rôle de l'expert comptable en même temps sur le dossier. Donc, tout à fait. C'est tout à fait l'objet. Alors, j'ai plusieurs questions donc, qui ont été posées. Une qui m'a été envoyée par une consoeur qui m'indique qu'elle a un client qui est taxi, qui est titulaire de 2 licences, qui travaille avec 2 salariés à mi-temps et qui exerce en tant qu'entrepreneur individuel. Il souffre de problèmes de santé qui lui rendent difficile la gestion de son entreprise. Avec sa famille, nous envisageons, si son état de santé ne s'améliore pas, de demander au tribunal de commerce la nomination d'un administrateur provisoire afin de rassurer le personnel pour suivre l'activité au mieux des intérêts du client. L'activité de taxi étant réglementée sans être une profession libérale régie par un ordre, nous nous demandons si un mandataire judiciaire peut être nommé à titre provisoire le temps que l'artisan de taxi se rétablisse. Voilà la question. Qui la prend? Je pense que oui. Ça doit être possible. Alors, c'est vrai qu'effectivement, les activités, c'est toujours délicat de s'exprimer sur une activité réglementée quand on ne connaît pas justement oui, mais à partir du moment où il y a empêchement de mener à bien en théorie, l'administration provisoire doit pouvoir avoir lieu. Ça doit pouvoir fonctionner, effectivement. Je pense que tu en penses, Philippe? La question est très intéressante. Il y a tout. Il y a l'entrepreneur individuel, il y a le problème de distinction du patrimoine, il y a un tas de problématiques. Oui. Dans l'absolu, il faut faire attention quand même, parce que c'est vrai que si je prends par analogie, j'ai jamais eu, il se trouve aujourd'hui, de société de taxi, ni en entreprise individuelle, ni en structure, on va dire, de société.
Mais si je raisonne par analogie sur effectivement ce qui se pratique sur, par exemple, les pharmacies, qui sont une profession réglementée, ou les professions d'avocats ou autres, en réalité, il peut y avoir des procédures d'administration provisoire sur le plan administratif de la structure, mais elles se doublent d'une administration provisoire par un praticien qui est désigné par l'ordre professionnel. Alors, je ne connais pas effectivement la spécificité en matière de taxi. Je ne sais pas si effectivement il y aurait un taxi qui viendrait épauler l'administrateur dans sa mission d'administration provisoire, mais voilà, je ne serais pas catégorique dans ma réponse. Pour ce qui est d'autres professions réglementées, on pourrait parler des huissiers, il y a beaucoup de structures réglementées qui peuvent se trouver tout d'un coup avec effectivement une vacance à la tête. C'est souvent effectivement, ça peut être un binôme qui se met en place. D'accord. Alors, une autre question, peut-être. Alors, la salle, est-ce que la salle a une question? Parce qu'on va donner la parole un peu à tout le monde. Hein. Pour l'instant, pas de question encore. Bon, alors, une autre question qui a été posée. Le problème de la renégociation des PGE, c'est la cotation qui en résulte pour les entreprises auprès de la Banque de France, dégradée à un niveau qui les rende donc inéligibles au refinancement pendant toute la durée du remboursement. Certains clients ne souhaitent pas y aller. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le sujet. Alors, c'est tout à fait exact, mais on sait que, enfin, au moins dans le cas d'une société que j'ai rencontrée, il y a eu un échange avec un rendez-vous à la Banque de France, parce que la Banque de France n'est pas systématiquement fermée non plus. Non. Il y a eu un échange avec une rediscussion avec la Banque de France qui a remonté d'un cran une note. Mais il faut enfin, je dis pas il faut oser aller voir la Banque de France parce que c'est un peu comme les tribunaux, comme les mandataires et les administrateurs. Il faut pousser la porte de cette structure qui est méconnue et qui, malgré tout, écoute, à condition… Les notations ne sont pas figées, effectivement. Oui, à condition qu'on arrive vraiment avec des arguments et des choses clairement exposées. Quoi. Ouais. On ne va pas pour autant faire une remontée extraordinaire de la note. Oui. Non, On peut se trouver dans une catégorie où on est moins exposé au risque. Quoi, voilà. Oui, parce qu'il y a l'incidence évidemment des assureurs crédit dans cette problématique. Alors, voilà, pour apporter un complément de témoignage, alors d'abord, dans beaucoup de cas, la crainte n'est pas justifiée parce que la note, elle est déjà tellement basse qu'en réalité, le défaut ne l'affecte pas. Donc, c'est vrai que le gros des bataillons, c'est vrai surtout sur des structures qui ont déjà des difficultés anciennes. La difficulté, c'est quand on se trouve face à une entreprise qui n'a jamais connu de difficulté, qui se trouve dans une situation, entre guillemets, de surendettement. Elle a une capacité d'autofinancement positive. Elle est bien notée à la Banque de France par rapport à l'histoire, sauf qu'effectivement, la conjoncture dégradant sa profitabilité, à un moment donné, on se trouve dans l'équation qui est de dire, soit on envisage une procédure amiable de restructuration de la dette, soit on assèche son fonds de roulement. Et il faut faire très attention parce que dans cette alternative, quelle est la meilleure option? Rentrer en procédure amiable, ça signifie que avec le praticien qui sera désigné, avec les conseils, experts comptables et autres qui vont environner le chef d'entreprise, il va falloir être conscient du fait qu'il y a un risque de défaut et donc de décote temporaire. Décote temporaire parce qu'en pratique, effectivement, ça n'est pas toujours vrai. Il y a d'ailleurs, moi j'ai connu des dossiers sur lesquels on a réussi à éviter les décotes pendant les procédures. Ça nécessite effectivement parfois une certaine habileté et parfois également d'associer la médiation du crédit. Bon, mais ça rentrait trop dans le détail. Il faut en avoir conscience. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que l'accord de conciliation est signé, au bout de 3, 4, 5 mois, eh bien, comme le disait le président de Dieu, on peut se rapprocher effectivement de la Banque de France et si la note a été dégradée, s'associer dans le cadre d'une négociation pour immédiatement la remonter en disant regardez, avant j'étais à cette note-là, j'ai été dégradé parce qu'il y a eu un gel de ma dette financière pendant la négociation, mais aujourd'hui ma capacité d'autofinancement, elle est tout à fait conforme à mon nouveau plan d'apurement de la dette. Donc en réalité, on voit effectivement une possibilité de réouvrir très vite une discussion avec la Banque de France. Ça suppose aussi de bien conseiller, et les experts comptables sont là aussi pour accompagner dans cette démarche, parce que bien souvent, l'administrateur n'est plus là. Il faut bâtir un dossier. Il faut bâtir un dossier et puis il faut effectivement, je pense que justement la documentation financière permet de convaincre un interlocuteur à la Banque de France qui va pouvoir voir que l'entreprise par rapport à sa notation initiale, eh bien finalement, elle se trouve renforcée par le protocole de conciliation auquel elle a accédé.
Une autre question, quel est l'interlocuteur pour les associations en difficulté? C'est pas nous. Ouais, voilà. Pas encore. Pas pour l'instant. Pas encore. Ouais. Donc, c'est le tribunal judiciaire. Autre question de Gaëtan également. Existe-t-il des outils institutionnels de l'ordre des experts comptables, par exemple, qui permettraient de détecter les signaux faibles de difficulté à partir... Après, la question s'arrête là. Donc, à moins qu'on puisse se développer. À partir d'une balance comptable. Ah oui, d'une balance comptable, par exemple. Bon, alors oui, il y a des indicateurs qui peuvent être mis en place. Je pense que dans la commission prévention, qui est une commission nationale de l'ordre, il y a des ouvrages qui sont, alors ça répond à une question qui est posée par la suite, il y a des ouvrages qui sont disponibles sur justement les procédures et effectivement les indicateurs clés que l'on peut être amené à suivre dans le cadre de la prévention des difficultés. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut aller sur le site de la Commission nationale de la prévention qui manage également le CIP national. Et là, vous allez trouver toute une série d'outils qui vont répondre à vos questions. Oui, une question dans la salle. Super. J'ai une petite question Oui. justement par rapport à un certain bilan. Oui. Ça arrive qu'on ait le bilan 2022 qui est clôturé un peu plus ou moins tard en 2023 et parfois c'est peut-être trop tard. Il y a eu des problèmes qui sont intervenus dès début 2022. Est-ce que on peut avoir une responsabilité de l'expert comptable si le client est poussé en liquidation judiciaire en 2023? Est-ce que ce n'était pas à nous de lui dire quoi que ce soit pour avoir une procédure amiable rapidement? Donc, pour ceux qui sont à distance, je reprends un peu la question. Là, dans le cadre de la production de comptes qui serait trop tardive, du fait d'éléments non communiqués par le client, par exemple, et qui rendrait donc l'impossibilité pour le client de bénéficier d'une procédure amiable et qui le prolongerait immédiatement dans une procédure de redressement judiciaire, voire de liquidation, est-ce que la responsabilité de l'expert comptable pourrait être mise en cause à ce titre-là? Voilà. Vous avez déjà eu le cas de la mise en cause de... Il y a quand même chez nous une obligation, c'est le conseil. Et effectivement, on peut toujours envisager d'être mis en responsabilité. On avait vu un cas qu'on avait exposé d'ailleurs lors d'une conférence l'année dernière d'experts comptables qui avaient été mis en responsabilité pour un défaut de conseil parce que des procédures n'avaient pas été proposées. Enfin, en tout cas, on n'avait pas donné conscience aux clients qui pouvaient saisir ces procédures. Voilà. Après, bien entendu, ça se défend. Hein. Il faut, tous les cas sont, il faut à nous de nous défendre, de prouver qu'on n'était pas en mesure de donner ce conseil parce qu'on n'avait pas les éléments pour le faire. Mais la mise en responsabilité peut être engagée, en tout cas, pour défaut de conseil, je pense. Alors, autre question. Les entretiens amiables spontanés, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Les entretiens amiables spontanés ont été mis en place uniquement à Toulouse ou existe-t-il d'autres entretiens amiables spontanés au niveau régional ou national? Au niveau régional national, très probablement, puisque c'est quand même, encore une fois, l'essence même des tribunaux de faire de la prévention. Donc, des procédures, favoriser les procédures amiables. D'accord. Donc, j'ai pu répondre à la question. Je n'en doutais pas, en fait. Hélène, donc, qui pose également une question. En cas de décès d'un artisan, est-ce qu'un mandataire judiciaire peut aider la famille à céder l'entreprise au mieux de leurs intérêts patrimoniaux? Ouais, c'est ce qu'on voit. Malheureusement, j'ai même eu l'occasion d'ailleurs de faire appel à vous dans ce cas précis. Donc, je me rappelle très bien de cette situation, effectivement, où on était sur une phase de cession. Et donc, les ayants droit qui traversent un moment difficile à ce moment-là, et qui ne sont pas forcément au fait des affaires professionnelles, qui ne sont pas forcément impliqués dans les affaires professionnelles, donc peuvent être en difficulté. Et là, le mandataire, effectivement, a vraiment sa raison d'être. Il ne faut pas que ce soit prévu dans les statuts? Non, pas forcément. Non. Pas d'autres questions pour l'instant. Pas d'autres questions pour l'instant. Alors, est-ce que, on fait un dernier tour de piste, est-ce que vous avez des réactions ou des questions, quelque chose à ajouter? Profitez-en. On a 3 professionnels qui sont à votre écoute, 4 avec moi quand même. Mais voilà, on est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Oui, Alain. La position de Philippe Ledieu sur faire participer des jeunes experts comptables à des
jugement ou à des entretiens de prévention. C'est plutôt des entretiens de prévention. Absolument. Puisque les ça m'a échappé. Les jugements, les ordonnances, c'est hyper confidentiel. Absolument, non. Voilà, mais prévention, c'est de ça dont je voulais parler. Donc, c'est une excellente idée. Alors nous, je sais qu'au niveau du cabinet, on a, avec l'accord du client, ah non, pas du tout, mais avec le client, souvent, lorsque je prends des étudiants en stage, avec l'accord du client, bien sûr, et avec l'accord du tribunal, avant de rentrer, on demande au tribunal, est-ce qu'on peut venir avec un étudiant donc, qui est en stage au cabinet, pour lui faire connaître, je dirais, la procédure, mais uniquement l'audience qui concerne mon client, avec son accord et avec l'accord du tribunal. Voilà. Donc, c'est une partie de choses qui sont intéressantes à vivre. Mais il faut rebondir là-dessus, je rebondis sur ce que vous dites, parce que en procédure collective, lorsque l'expert comptable est là, et très souvent, on a du stagiaire administrateur, du stagiaire expert comptable, c'est très formateur de comprendre ce qui se dit et pourquoi on demande tout ça. Parce que quand on ouvre une procédure et qu'on dit au débiteur, voilà, vous avez 15 jours, 2 mois pour nous sortir ça, et ça va nous dire comment vous voyez l'horizon de votre boîte, on colle une dose de stress forte sur le bonhomme. Et si de l'autre côté, au niveau du cabinet, il n'y a pas une bonne connaissance de la procédure, on passe pour des zombies, quoi. C'est chose de connaître de manière académique le code de commerce et de le pratiquer. Et sur la prévention, nous avons aussi des choses qui peuvent être très intéressantes pour vos futurs experts, parce que ça leur permet aussi de se situer dans le dossier, de voir à quel moment du dossier il faut s'agiter. Et comment on aborde le dossier. Sans vouloir, juste pour rebondir sur cette proposition qui est très intéressante, qui pourrait d'ailleurs également se tourner, alors vous allez voir pourquoi je tiens ce propos, c'est vrai que alors notamment, nous recevons parfois effectivement dans nos études des stagiaires qui peuvent être dans un cursus d'expertise comptable, et pour citer, non pas pour les citer un exemple, mais pour dire effectivement que c'est quelque chose qui est encore plus régulier, dans l'accès à la profession d'avocat, il y a un stage PPI qui doit se faire dans une profession autre que la profession d'avocat. Et effectivement, le président de Dieu et le président Gradel ont pu le constater, régulièrement dans les études d'administrateur judiciaire, pas que la nôtre, hein, naturellement, dans d'autres également, il y a ces stages qui sont des stages de 6 mois et qui permettent effectivement à de futurs praticiens de s'immerger sur une période assez longue, d'assister aux audiences parce que nous prenons ces stagiaires en accompagnement sur les audiences et ainsi de se faire la vision non seulement procédurale mais également en interne de la réalité de nos métiers. Exactement. Je regarde, je n'ai pas d'autres questions. Alors peut-être on a un dernier témoignage qui va peut-être nous permettre de conclure la conférence. Merci Hélène, c'est un témoignage qui nous dit tout simplement merci pour la qualité de cette conférence. Voilà, je pense que c'est un bon témoignage de fin. C'est pas mal. Merci à vous en tout cas. Alors, écoutez, merci en tout cas de vous être réunis, d'être venus déjà en présentiel, parce que souvent quand on fait une conférence sur 2 formats, on n'a pas toujours beaucoup de monde en présentiel, et ce soir on a eu pas mal de monde par rapport à d'habitude. Et merci à tous ceux qui se sont inscrits à distance, et donc on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, certainement pour de nouvelles interventions au titre des préventions des difficultés des entreprises. Et merci alors des experts comptables de nous avoir permis d'exposer ce que peut faire encore une fois le tribunal pour les chefs d'entreprise. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Nous aussi. Merci.